je veux aussi en profiter pour remercier le LIREL et en particulier Sophie de l'invitation à venir échanger avec vous. Et pour bien camper d'où je parle et comment ça se fait que je me retrouve à participer à cette activité-là, je vais commencer par euh, parler deux statuts Facebook que j'ai fait. C'est pas mon habitude de faire ça, mais qui explique pourquoi Sophie m'a proposé de participer à la journée du LIREL et qui permettront de voir aussi un peu pourquoi j'ai abordé cette question-là. Donc, excusez-moi de m'auto-citer pour commencer comme ça. Donc, le premier message, euh, mes étudiants et étudiantes au Cégep viennent de finir leur exposé oraux sur l'essai mine de rien, Chronique insolente d'Isabelle Boisclair, de Lucie Joubert et de Laurie Saint-Martin. Et j'ai toujours autant de plaisir à les entendre réfléchir et dialoguer à partir du féminisme. Je le fais entre autres pour que mes étudiants, entendre ici le masculin, soient confrontés à cette perspective au moins une fois dans leur parcours, mais à chaque fois, ça crée des moments de grâce en classe, souvent dans les discussions. En vrac, une étudiante qui dit son soulagement d'enfin pouvoir affirmer sa colère et de comprendre qu'on a toujours exigé d'elle la gentillesse. Une autre qui se demande pourquoi c'est la première fois qu'elle lisait des femmes au cégep. Je n'ai pas osé lui demander si elle parlait que de ses cours de français ou de l'ensemble de ses études. Un étudiant qui avoue à la classe qu'il n'a pas le courage dans son équipe de football pour s'opposer au locker room talk du genre qui a mené Trump au pouvoir. Il n'y a pas à dire, on s'attache à ces petites pastilles. Deuxième statut. Je profite du fait que mes étudiants font leur examen final pour dire le plaisir, malgré la distance et l'horreur de Zoom, que j'ai eu à donner le cours Marges et frontières de la littérature québécoise. Ce nouveau cours du programme d'études littéraires à l'UQAM questionne les mécanismes institutionnels, génériques, identitaires pour faire bouger le canon de la littérature québécoise et ses modalités d'appartenance. Quand dans un même cours, tu peux parler du journal intime d'Henriette Dessaulles, de slam, de revues culturelles comme genre, en évoquant Jean Jonassin, des Rives et Liberté, du poète Jacob Isaac Segal comme représentant de la littérature yiddish montréalaise, d'Alberto Curapel, des traditions de Hugh Hazelton, d'Émile Olivier, de double appartenance de la littérature des Premières Nations, de Naomi Fontaine, de la conflictualité dans l'œuvre de Mordecai Richler, tu sais que tu as un maudit beau terrain de jeu. En plus, j'ai eu des étudiants fantastiques, allumés, impliqués, avec qui il a été possible et agréable de parler d'appropriation culturelle, de marginalité, d'autorité discursive, de trauma et de colonialisme. Donc, vous voyez pourquoi Sophie m'a invité, mais vous voyez aussi que ce qui se dégage de ces deux entrées-là, c'est d'une part une espèce d'enthousiasme d'expérience pédagogique en classe que j'ai pu avoir, un rapport au corpus et aussi un rapport aux étudiants où je les trouve la plupart du temps foncièrement allumés, mais que de manière encore plus générale, ce qui se dégage peut-être de ces interventions-là, c'est comment ce qui est un peu implicite, c'est que je me situe à l'opposé de l'espèce de panique qu'il y a eu par rapport à cette idée d'une espèce de censure dans les généralisée dans les cours, d'une incapacité à pouvoir aborder des sujets qui pouvaient être un peu clivants avec les étudiants et que je me situe pas dans cette espèce d'urgence à redéfinir la liberté académique et à se donner des balises pour qu'on soit tout à fait en sécurité dans notre enseignement. Et c'est un peu à partir de cette perspective, de ce biais qui est le mien, qui m'engage que moi là-dedans, mais que vous pouvez sentir à travers ces deux statuts Facebook, que j'entends réfléchir avec vous sur un cas d'évaluation que je fais en classe, que j'ai évoqué en lisant le premier statut, qui est autour de l'essai mine de rien. Et c'est là-dessus que je voudrais d'abord poser la réflexion, donc expliquer ce que je fais avec ce recueil d'essais
d'Isabelle Boisclair, de Lucie Joubert et de Laurie Saint-Martin, donc de décrire en détail un peu l'activité pédagogique pour que de cette façon-là, je puisse dégager ce qui me plaît, m'intéresse là-dedans, ce que je comprends des interactions entre professeurs et étudiants dans un contexte qui est celui d'un essai sur une question qui est celle du féminisme. Et évidemment, le but derrière ça, c'est aussi d'élargir ensuite la discussion et de réfléchir à la question du corpus et du canon. Et je tiens à dire que je le fais dans une perspective qui est absolument pas celui d'un expert. J'ai jamais fait d'études au cycle supérieur sur les questions du féminisme, même si je peux avouer que j'ai fait un mémoire de maîtrise et une thèse de doctorat où tous les auteurs de mon corpus était masculin. Donc, c'est dans ce cadre-là que je réfléchis. Et c'est aussi dans ce cadre-là que j'ai rencontré Sophie pour la première fois, puisqu'on a travaillé tous les deux sur l'œuvre de Victor Lévy-Beaulieu, qui est un écrivain absolument pas recommandable pour les questions qui nous concernent aujourd'hui. Donc, je commence avec l'essai Mine de rien. Donc, c'est la troisième fois que je proposais à mes étudiants une telle évaluation que je vais vous décrire. Et ça se fait dans le cadre du cours 104 au Cégep, qui est un cours qui a quand même 3 spécificités comparativement aux autres cours de littérature. Vous les connaissez pour la plupart, mais je vais quand même les camper. D'une part, il y a une compétence ministérielle particulière à aborder, qui est celle de la communication orale. Les étudiants ont à faire des exposés oraux et c'est précisément autour de Mine de rien que mes étudiants vont la faire, la communication orale. Il y a une tentative d'arrimage entre la littérature, ce cours spécifique-là, et les disciplines dans lesquelles les étudiants se retrouvent. Et il y a aussi le recours au genre de l'essai comme genre dominant, du moins à Édouard Montpetit, c'est le genre qui est abordé. Donc, ces 3 composantes-là expliquent pourquoi j'ai choisi de faire ce type d'évaluation. Avant ça, je vais prendre quelques instants pour vous présenter très, très rapidement l'essai en question, Mine de rien, qui est publié en 2015. Donc, c'est un ouvrage assez récent dans lequel les 3 autrices qui sont professeurs d'université, qui sont chacune spécialistes du féminisme en littérature, font une série de très courtes chroniques. En tout, il y en a 36, il n'y en a aucune qui dépasse 5 pages, donc ce sont des textes très, très brefs qui abordent des éléments qui concernent si on veut, l'expérience concrète des rapports de genre, moins dans une perspective qui aborderait des sujets qui sont foncièrement littéraires, donc c'est pas des analyses d'œuvres, ce n'est pas concentré sur la littérature, mais les constructions de genre, les inégalités, les luttes telles qu'elles peuvent se vivre dans à propos d'objets tels que les toilettes, les rasoirs, la question de la beauté, la question de la prostitution, le passage de certains invités à Tout le monde en parle. Donc, on est en quelque sorte à réfléchir dans une logique qui est celle de l'essai, qui se rapproche un peu des lieux communs tels que, par exemple, un Serge Bouchard et un Bernard Arcan auraient pu les aborder, mais dans une perspective qui est celle du féminisme. Ce qui est intéressant pour les étudiants, entre autres, c'est que ce sont des exemples qui sont foncièrement récents, avec un cadre référentiel qui est la plupart du temps bien compris par les étudiants, parce que les exemples liés à la musique, liés au cinéma, par exemple, sont des œuvres que les étudiants dont les étudiants ont déjà entendu parler la plupart du temps.
Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'ensemble de ces chroniques-là est marqué par un double mouvement qui est celui d'une espèce d'humour dans l'écriture, une façon d'aborder ces questions-là, de lancer des coups de gueule, mais qui sont très, très souvent humoristiques pour faire passer le propos. Et ça se transforme très, très souvent avec un marqueur littéraire particulier qu'on a déjà abordé aujourd'hui, qui est celui de l'ironie. Et comme les références sont très contemporaines, j'aurais tendance à dire qu'à l'occasion, l'ironie qui est à l'œuvre dans l'ensemble de ces chroniques-là est assez bien saisie par les étudiants et les étudiantes. Ce qui est aussi intéressant pour moi, c'est que à l'intérieur du même livre, il y a 3 points de vue singuliers qui se retrouvent là. Chacune a ses marottes, chacune a ses coups de gueule particuliers qu'elle met de l'avant dans ce texte-là. Et ça se fait dans un cadre aussi où il y a une multitude de sujets qui sont traités et ça permet, grosso modo, à ce que presque tous les étudiants puissent avoir une chronique qui leur est propre. Je vais y revenir un petit peu plus en détail dans le fonctionnement. Donc, ce que je veux maintenant rapidement présenter, c'est la manière dont l'évaluation se fait. Donc, ça vaut pour 35% de la session. C'est l'évaluation terminale la plus importante et elle est présentée dès la première semaine de la session en leur demandant de lire le recueil. Il faut qu'il soit lu avant la semaine de relâche, puisque à la mi-session, c'est la deuxième étape, ils ont à choisir la chronique sur laquelle les étudiants et les étudiantes veulent travailler. Ils auront à se réserver une chronique. De fait, chaque chronique peut être choisie par deux personnes puisque je vais scinder la classe en deux. Il y aura comme deux groupes qui vont faire les présentations orales. De cette façon-là, il n'y a pas de redondance et ça permet à tout le monde d'avoir une chronique sur laquelle ils ont le goût de travailler. Peut-être que ce qu'il faut savoir, c'est que je leur présente, grosso modo, 3 tâches qu'ils ont à faire. Je vais vous les lire. Donc, présenter les éléments abordés par les écrivaines dans la chronique choisie et dégager le thème qui est privilégié. Ça, c'est la première chose. Ensuite, montrer comment les autrices s'y prennent pour faire valoir leur perspective personnelle. Quelles stratégies sont utilisées, quels exemples sont choisis, quelle place est faite aux faits, aux opinions, aux références littéraires et ou théoriques, à l'humour, etc. Et le troisième élément, lier ce sujet à votre parcours, à votre expérience, à votre formation, en établissant des liens entre ce texte et l'actualité, entre ce texte et d'autres compétences acquises dans votre formation, que ce soit par des sources, des exemples personnels ou des réflexions qui ont été suscitées par cette lecture. Donc, je reviens. Et ça, c'est la deuxième étape. Donc, les consignes sont présentées, les étudiants et les étudiantes choisissent leur chronique. Et la troisième étape de l'évaluation, je fais des rencontres individuelles. Donc, je réserve des séances où, à tour de rôle, je rencontre chacun des étudiants et des étudiantes avec 3 questions. Pourquoi cette chronique-là a-t-elle été choisie? Quelles sont les idées, les perspectives mises de l'avant par l'autrice en question? Et la troisième question que je pose aux étudiants, comment actualiser le propos et le prendre en charge? Donc, quelle est la démarche qui est faite pour ramener la lecture à une expérience personnelle et comment, à partir de cette expérience-là, rebondir et recadrer à votre manière l'expérience de lecture et comment transmettre en quelque sorte à la classe une actualisation de cette réflexion-là. Le but de ces rencontres individuelles, c'est de
de les forcer évidemment à lancer rapidement le travail dans la session, mais surtout m'assurer que les textes ont été bien compris, que lorsqu'il y a de l'ironie, la perspective a été comprise, qu'il n'y a pas des contresens d'interprétation qui sont faits. De les aider à trouver des références pour prolonger la réflexion, mais aussi de voir de quelle manière ils vont s'y prendre pour réfléchir par eux-mêmes à partir de la lecture et essayer d'aller plus loin. Euh, Aussi dans un but qui est celui de d'identifier les étudiants qui sont à la fois mal à l'aise avec l'exercice, il y en a, et ceux qui idéologiquement seraient réticents euh, aux idées qui sont véhiculées pour les mettre à l'aise, pour discuter avec eux, pour voir comment, malgré leur réticence, ils peuvent questionner les textes, se positionner, participer à l'échange. J'ai tendance, je vais le dire tout de suite, à ne pas mettre durant la première semaine les étudiants réticents. Euh, Parce que la dynamique qui s'installe en classe, les échanges, les exemples, les autres chroniques, ce que les étudiants en font, la plupart du temps, transforme aussi cette réticence-là et permet de la questionner avant même qu'ils présentent leur texte. Donc, voilà un peu quelles sont les étapes. Quand le temps file, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. Donc, quand je présente les étudiants font des présentations, j'insiste beaucoup sur le fait qu'ils sont aussi évalués pour la participation active et ce que ça a comme effet, c'est que je leur dis que je n'interviendrai pas dans les discussions, que ce sont à eux qui vont poser des questions, qui vont commenter, et il y a vraiment une large part qui est réservée à ces échanges-là. Et ce que ça a comme effet, c'est que, si on veut, la responsabilité des échanges repose sur les épaules des étudiants et des étudiantes et que le débat, l'échange, parce qu'il y a peu de débat, il y a beaucoup plus d'échanges, la dimension critique par rapport aux autres intervenants, par rapport au livre, se construit par l'ensemble de la classe. Et c'est ça que je trouve intéressant dans cette démarche-là. C'est une manière de poser la manière, si on veut, l'espèce de cheminement réflexif qui est au cœur de l'essai, mais de l'intégrer dans la présentation orale. Et je vais juste donner un petit exemple. Pour moi, il y a cette idée que l'humour, par exemple, qui est une donnée essentielle de ce texte-là, tous les intervenants vont finir par aborder cette question-là. Et là, tout d'un coup, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire, par exemple, on a l'impression que pour ces autrices-là, c'est un passage obligé pour aborder des enjeux qui sont problématiques et que c'est une espèce de stratégie pour, si on veut, désamorcer les critiques qu'elles vont mettre de l'avant et ça fait passer. Et c'est quelque chose qui était sous-jacent, ça a peut-être pris 8 ou 10 interventions avant qu'on finisse par pouvoir nommer les choses, mais ça va surgir des réflexions et des débats. C'est un petit élément, mais qui permet de voir comment le fait que les interventions se font entre étudiants et étudiantes, ça leur donne, si on veut, une possibilité de réfléchir collectivement dans ces échanges-là. Donc, quelques remarques à partir de l'exercice. D'une part, ce qui m'apparaît intéressant, c'est de voir à quel point, dans ces questions-là et dans la manière que les étudiants vont faire leur présentation orale, ils vont être en mesure de mettre de l'avant un élément qui, pour moi, était essentiel quand je leur présente le genre essayistique, c'est la dimension narrative du travail de réflexion. Donc, le recours à l'espèce de cheminement de la pensée. Les étudiants vont beaucoup travailler à partir d'anecdotes personnelles, à partir d'une espèce de mise en situation d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes dans ce cadre-là pour se situer par rapport à la chronique, pour essayer de se l'approprier. Et je trouve ça très, très intéressant de voir
voir, en quelque sorte, dans les exposés oraux, cette dimension-là de l'essai du genre foncièrement mise de l'avant. Autre chose que je trouve intéressante, c'est que dans ce travail-là, ce qui va surgir, c'est une perspective qui est celle de l'intersectionnalité qui va être incarnée. J'enseigne au Cégep Édouard-Montpetit en banlieue. J'ai grandi en banlieue. C'est un lieu de l'homogénéité lorsque j'étais jeune, mais la banlieue a beaucoup changé. Une très large portion des étudiants sont issus de la diversité, ou je ne sais pas comment le mentionner, mais à partir de ce moment-là, quand ils vont intervenir, quand ils vont raconter en quelque sorte leur perspective sur ces chroniques-là, cette dimension-là culturelle va vraiment être prise en compte par à peu près tout le monde. Il va y avoir comme si on veut, une manière d'aller chercher cette dimension-là et de l'inscrire au cœur des réflexions. Donc, par exemple, une étudiante qui était d'origine chinoise, qui a été adoptée, qui travaille sur un texte sur les génocides, va mettre de l'avant sa propre expérience, sa propre particulière, un autre qui va travailler sur le fait que de mentionner ou non, de cacher ses émotions, va le mettre de l'avant en expliquant de la manière dont il va être entraîneur d'une équipe de soccer et comment pour lui c'est très difficile. Donc, ces éléments-là qui jouent sur des constructions culturelles sont intégrés par les étudiants et les étudiantes de manière très, très riche et féconde tout au long de l'exposé. Et ce que ça permet aussi, puisque en quelque sorte, je cède en partie l'autorité aux étudiants dans cet exercice-là, c'est de voir surgir des personnes qui habituellement ne prennent pas la parole et qui, là, tout d'un coup, vont la prendre de manière très forte, très féconde. Donc ça, c'est pour moi un élément absolument intéressant de cette logique-là. Comme le temps file, je vais passer aux deux enjeux plus larges que cet exercice-là révèle selon moi. J'ai donné 3 fois cette évaluation-là et à chaque fois, il y a une étudiante qui fait le constat de manière un peu troublée, puis je l'ai évoqué dans mon statut Facebook, que c'était la première fois qu'elle était confrontée à un texte écrit par une femme. Donc, c'est dans le 4e cours de littérature, grosso modo, ça veut dire qu'il y a eu une douzaine d'œuvres avant ça en littérature qui ont été abordées et de faire le constat que le corpus qui a été enseigné était exclusivement masculin. Et c'est pour moi un enjeu qui est quand même intéressant à aborder et à se poser. On est dans une logique en tant que professeur où on a très très bien intégré cette idée de Roland Barthes, tant que la littérature c'est ce qui s'enseigne et on est dans cette logique de transmission très très forte. On a le goût de transmettre des œuvres, on a le goût de les amener à réfléchir à partir de la littérature et c'est comme si on oubliait que il y avait aussi à travers la littérature cette immense logique de sélection qui était opérée, qui faisait en sorte que la majorité des textes, on les tassait, on les considérait comme non littéraires, qui ne participaient pas à cette entreprise de transmission. Robert Escarpi allait jusqu'à 95% des œuvres littéraires qui finissent par tomber dans l'oubli comme ça. Et évidemment, on sait depuis très très longtemps que en partie, il y a beaucoup de ces textes qui sont tombés dans l'oubli, qui sont des textes écrits par des femmes et que une large portion du canon tel qu'on l'envisage, tel qu'on l'enseigne, tel qu'on le pose dans nos cours est largement masculin. Et de manière générale,
c'est aussi un biais qui est surdéterminé dès le début du parcours, puisque la séquence telle qu'elle est majoritairement présentée dans chacun des départements de littérature au cégep, insiste dans le cours 101 et sur une histoire de la littérature française, et c'est le cours où il y a le moins d'œuvres de femmes qui est enseigné à des proportions qui sont souvent faméliques. On a à notre département l'idée de noter toutes les œuvres qui sont enseignées session après session et c'est un tableau qui est accessible à tous les professeurs et par exemple, dans le cours 101, il y a 3% des œuvres qui sont des œuvres de femmes qui sont enseignées et le pourcentage le plus élevé, laissez-moi sortir les chiffres, et on parle de données de 2017 à 2021, donc très contemporain. Le pourcentage le plus élevé, c'est dans le cours de 104, les œuvres québécoises, où 42% des œuvres sont le fait de femmes, mais sinon, c'est dans les 24, 22, 36%, jamais plus que ces données-là. Donc, on se retrouve, si on veut, à construire un savoir, une définition ou un modèle de la littérature très, très tôt qui transmet une idée, c'est que la littérature s'écrit au masculin, pour reprendre une formule de rasoir. Et je trouve qu'il y a une question à se poser de manière très, très forte parce qu'on est dans cette logique où on veut à tout prix transmettre la littérature, on est là pour ça et on fait des choix délibérés qui mettent de l'avant cette dimension-là. Et dans ce cadre-là, je trouve ça très, très fécond de voir des étudiantes comme ça réagir et se rendre compte à quel point son parcours aura été marqué par des œuvres exclusivement masculines. Autre donnée ou élément qui surgit de l'ensemble de cette réflexion-là, c'est que dans cet exercice-là ou dans cette expérience-là, cette image des étudiants qui sont foncièrement des woke en puissance, ou cette caricature-là, ou de ceux qui demandent à tout prix qu'on ait des œuvres très représentatives, ne correspond pas à la réalité telle qu'elle est vécue, ou du moins dans ces exercices-là. D'une part, la prise de conscience arrive très, très tardive par rapport à ces éléments de représentation. Dans aucun des cours que j'ai eus, que ce soit dans ces exercices-là ou dans d'autres évaluations plus faites dans d'autres cours où les enjeux auraient pu être très, très sensibles. Il n'y a jamais eu de demande explicite de la part d'étudiants ou d'étudiantes ou de contestation qui visait à questionner cet enseignement-là. J'ai l'impression qu'on a tendance à voir les étudiants comme une génération très, très revendicatrice, alors que les clivages qu'on retrouve dans la société se retrouvent aussi dans la perspective des étudiants, dans les valeurs, dans les prises de position, dans les idées politiques de nos étudiants et qu'on construit très, très souvent une image de ce wokisme à l'œuvre qui ne correspond pas à la réalité. Et donc, pour moi, cette expérience-là, ce qu'elle met surtout de l'avant, c'est cette idée que l'espèce d'urgence ou de questionnement ou de peur qu'on a d'aborder des questions, c'est quelque chose qui est en bonne partie construit, qui est lié à des enjeux très, très importants, mais que c'est pas un rapport de pouvoir où les étudiants seraient constamment en demande d'aller dans cette voie-là, qu'au contraire, il y a surtout un désir de visibilité, d'être sujet de la représentation, sujet de l'histoire, qu'on n'est pas dans une logique
de censure ou qu'on ne peut rien dire en classe, qu'au contraire, il existe quelque chose qui est, c'est un peu l'expérience que j'avais le goût de rendre, qui est assez smooth, qui a de la place pour les échanges, que même si ça fait 3 fois que je l'ai fait, même si j'ai donné des cours sur des auteurs qui pouvaient être sulfureux à l'occasion, qui a toujours comme un espace de dialogue potentiel avec les étudiants, dans la mesure où ils comprennent très, très tôt, j'ai l'impression, dans la session, qu'il y a une place pour cette prise de parole-là, pour cet exercice de visibilisation de leur expérience et de ces enjeux de pouvoir-là. Puis qu'à partir de ce moment-là, il y a de manière beaucoup plus féconde une place pour cet échange-là dans les exercices qu'on peut faire en classe. Donc, c'est ce que j'avais le goût de vous présenter. Donc, voilà, merci.